pour que, en termes d'éducation, en termes d'enseignement supérieur, en termes de recherche, en termes de transport, là aussi toujours avec la préoccupation écologique qui fait que, par exemple, il faut reconquérir un vrai fret sur rail et non pas laisser le tout camion continuer à sévir. Et en termes de santé, il faut mettre le paquet. Et cette politique de relance qui répond aux besoins, non seulement nous la voulons opérante, par exemple, nous voulons qu'il n'y ait pas de service public, que tout service public soit accessible à pas plus de 30 minutes de son domicile. Et également pour les services publics de santé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais franchement, moi je connais à peu près la situation des départements ruraux et des aires médicaux. Il se trouve que c'est à peu près la même chose en Seine-Saint-Denis. Peut-être vous étonnez, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment des problèmes maintenant pour trouver des médecins généralistes quand vous en trouvez, alors les spécialistes, j'en parle pas, etc. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire quand François Bayrou a expliqué que pour essayer de récupérer de l'argent, il allait pénaliser les gens qui prenaient 2 rendez-vous et qui n'allaient pas à leur rendez-vous. Alors franchement, il ne connaît pas la situation. Parce que moi, je sais pas, vous pourrez me dire ce qui se passe dans l'Aveyron. Moi, mon père habite dans l'Indre, un rendez-vous il n'en a pas. Ça n'existe pas. Bon, donc ça, c'est juste l'aparté de gens qui nous disent mais vous n'êtes pas crédibles et qui nous projettent des choses totalement insensées. Bien. Donc en matière de santé, ça veut dire un grand plan d'investissement pour les hôpitaux. Ça veut dire effectivement mieux payer le personnel soignant. Ça veut dire avoir des centres municipaux de santé, mettre le paquet dessus. Bref, faire en sorte que, à nouveau, on puisse être fier de notre système de santé dans le pays comme on l'était il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est toute la politique qui va appuyer sur la politique de relance, mais qui est aussi une politique en faveur des salaires, à travers déjà ce que peut faire l'État, c'est l'indice des fonctionnaires, sur les SMIC montés à 1 600 €, sur les revenus de garantie minimum, où on pense qu'ils doivent être portés immédiatement à 80% du seuil de pauvreté, et puis aussi des garanties pour la jeunesse. Bref, tout un ensemble de choses qui visent à faire en sorte que, justement, à l'inverse de ce qui a été fait, tout revienne vers les revenus, soit du travail, soit découlant du travail. Et ce qu'on pense, c'est que cette politique de relance, non seulement elle va permettre de résoudre les besoins, mais elle va avoir un effet économique multiplicateur, qui a souvent fait ses preuves dans le temps, ce Keynes l'a montré, etc., et qui permettent de faire entrer plus de cotisations, plus de fiscalité. Bon. Vous me direz, est-ce que ça marche ça? Il y a 2 ans, on l'a fait en France. Parce qu'il y a 2 ans, quand je vous ai parlé du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Covid, je vous rappelle, on nationalise tous les emplois, etc. Et puis après, tout d'un coup, il y a une politique, il a bien fallu faire en sorte, on a continué à aider les entreprises, une politique de relance. Donc il y a une politique de relance de l'économie. Et bien, ils sont tellement, j'allais dire, à Bercy, fixés sur leur politique de l'offre, qu'ils n'ont pas anticipé que tout ça allait faire des rentrées fiscales. Alors ils ont dit, ah, mais c'est extraordinaire, on a plus de rentrées fiscales, plus de TVA, c'est dû au fait qu'on a baissé les impôts. Ah non, c'est dû au fait que l'économie était en bas de la piscine, elle est remontée à la surface en 1 an. Et donc ça produit de l'activité. Donc c'est la preuve même que si vous faites une politique de relance à partir des revenus du travail, en payant mieux les gens, en faisant en sorte d'investir pour les services publics, en faisant en sorte d'investir pour l'écologie, etc., vous allez produire des richesses qui vont pouvoir au bout d'un moment faire boule de neige et assurer plus d'argent. Et puis 3e point, c'est la question de la souveraineté, où il faut le dire aussi, on est dans un moment absolument essentiel d'un point de vue de l'écologie, je l'ai dit, qui nécessite le fait qu'on aille vers des circuits courts, vers des relocalisations, ne cesse pour arrêter le grand déménagement du monde qui a un coût écologique absolument catastrophique. Mais il faut le dire aussi, c'est que nous sommes dans une nouvelle période historique, ouverte par Donald Trump. Cette période historique, c'était que le capitalisme, jusqu'à maintenant, s'appuyait depuis une trentaine d'années sur le libre-échange pour produire des profits absolument historiques. Avec Trump, on rentre dans une autre période. C'est-à-dire que Trump est en train de rentrer dans une période où c'est un affrontement entre blocs économico-politiques, oui, qui, je vais dire, va se partager les marchés, pour aller vite. On connaît cette histoire, elle est extrêmement dangereuse, c'est arrivé une fois, avant la guerre de 14. Première mondialisation capitaliste, basée sur le libre-échange déjà, et puis tout d'un coup, il y a eu la montée comme ça de blocs, qui n'étaient pas les mêmes, ça s'est terminé par la guerre de 14, avec en plus, là aussi, un investissement dans l'armement. J'ai juste ça pour comparer les périodes, mais je crois qu'il faut le dire. Donc, quand on a ça,
Ça veut dire que nous devons reconquérir notre souveraineté industrielle. On doit reconquérir notre souveraineté agricole. Et donc, on doit avoir une politique de l'État en faveur de cette reconquête. Ça passe y compris, par exemple, par les nationalisations. Alors oui, il n'est pas acceptable que le marché, par exemple, soit en train de nous amener à faire en sorte que nous n'ayons plus de sidérurgie en France en 2030, parce qu'aujourd'hui, ArcelorMittal a prévu de ne pas décarboner les usines à Dunkerque, mais également à Fos, et que si on laisse faire, si on ne nationalise pas, il n'y a plus de sidérurgie dans ce pays. Et s'il n'y a plus de sidérurgie dans ce pays, il n'y a plus d'industrie. Et ça, ce que je pourrais vous dire, on pourrait le mettre sur beaucoup d'éléments, Atos, etc. Donc il faut un grand plan de nationalisation. Il faut un grand plan de relocalisation. Et il faut ne pas hésiter à dire en sorte qu'à côté de cette politique, il y a une politique protectionniste qui se met en place. Par exemple, de taxes kilométriques sur ce qui est importé, avec des coûts, fabriqué avec des coûts sociaux et écologiques moins disants ailleurs dans le monde, etc. Quelle que soit d'ailleurs la provenance, parce que ça ne doit pas, cette politique-là ne doit pas servir d'affrontement avec tel ou tel pays qu'on nous désigne comme nos adversaires, pendant que, évidemment, l'Amérique de Trump est un ami et un allié, on le voit actuellement. Bien. Donc cette politique de souveraineté est absolument importante. Voilà les trois axes sur lesquels on se repose. Et vous allez me dire, mais comment on paye tout ça? Eh bien, on paye tout ça avec plus de recettes. En gros, ce que je vous ai énuméré ici, on va le révéler cette année, ça coûte environ 200 milliards d'euros de dépenses en plus. Et donc, on va chercher 230 milliards de recettes. Les recettes, c'est par exemple aller rechercher au terme de fiscalité tout ce qu'on a, les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches. Rétablir l'ISF, le rendre climatique et progressif. Le fait d'aller, évidemment, instaurer la taxe Zuckman. Le fait de dire aux gens qui pourraient partir du fait de la taxe Zuckman, il n'y a pas de problème, mais on vous impose sur 10 ans, dès maintenant, 2% de vos patrimoines, comme ça va vous dissuader de partir. Le fait de dire que nous faisons en sorte de taxer les profits non investis que sont les dividendes. Le fait aussi, je ne vais pas vous énumérer une autre très bonne idée de Zuckman. Je ne fais pas de pub. Il a une autre très bonne idée qui n'est pas bête du tout non plus, et là aussi qui peut parler. C'est que, figurez-vous, qui paye le moins d'impôts comme entreprise dans le pays? Voilà, 440. C'est les entreprises multinationales. Et comment elles procèdent? Elles comptent sur le libre-échange, le fait d'avoir des paradis fiscaux, y compris à l'intérieur de l'Europe, et elles délocalisent leurs profits. Voilà. Ce qui fait qu'il y a quelques années, Total avait 30% de son activité chiffre d'affaires en France, il payait 0% d'impôt sur les sociétés. Zuckman a inventé là aussi une taxe qui me paraît intéressante, qui rectifie ça en fonction de vos chiffres d'affaires, et vous gagnez 26 milliards. Donc, une politique fiscale de ce type. 2, aller récupérer des niches absolument scandaleuses. Je pense à la niche du trade, qui soi-disant était faite pour que les PME gardent l'entreprise dans le giron familial et qui se révèle en réalité à hauteur de presque 5 milliards, c'est étude de la Cour des comptes, c'est pas moi, une gage de l'utilisation fiscale. Le crédit impôt recherche aussi, au moins pour les grandes entreprises. Comment peut-on supporter que le principal bénéficiaire de crédit impôt recherche soit Sanofi, qui a supprimé des milliers de postes de rechercheurs dans ce pays, et qui touche de l'argent de l'État pour ça, et qui en plus fait des dividendes. Donc là aussi, il faut aller le chercher. Je pense aussi à la taxe sur le tonnage, dont bénéficie CGM, etc. Donc les niches. Troisième point, la question des aides aux entreprises, non pas de les arrêter, mais elles doivent être, justement, ça peut aussi servir, par exemple, pour les nationalisations, elles doivent être remises à plat pour faire en sorte qu'elles aident les entreprises qui créent de l'emploi, qui augmentent les salaires, qui se mobilisent pour la relocalisation ou éviter les délocalisations, et non pas de donner comme ça de l'argent à toutes les entreprises qui, elles, après le recyclent en dividendes. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures, je vais pas épiloguer là-dessus parce que là je serais trop long, mais qui nous permettent en gros de récupérer 230 milliards d'euros, 200 milliards de dépenses. Vous voyez, on est même créditeur et on peut commencer, y compris à baisser les impôts. Et puis troisième point, évidemment, c'est la Sécu. C'est-à-dire que nous voulons revenir tout de suite. C'était le programme du NFP à la retraite à 62 ans. Et au bout d'un an ou deux, on revient à la retraite à 60 ans avec 40 années annuités de cotisation. C'est évidemment nécessaire. On revient sur des remboursements totaux de la sécurité sociale. Et comment on fait? Je vous ai donné un peu des indices tout à l'heure. Au-delà des charges indues qu'on ne fait plus payer, au-delà d'augmenter les cotisations de manière légère, mais par exemple,
on peut aussi, au moins pour une courte période, parce que je suis sceptique sur le fait de faire cotiser autre chose que les revenus du travail, mais au moins sur une courte période pour arriver à équilibrer, pourquoi ne pas faire cotiser les dividendes? On récupère 15 milliards d'euros, dividendes rachat d'actions, qui sont là aussi quelque part le produit de notre travail et qui, j'allais dire, ne servent à personne. Bien. Et puis on a un certain nombre de choses. On crée de l'emploi, ça crée des cotisations. Égalité du salaire homme-femme, ils l'ont fait en Islande, pourquoi on ne le ferait pas? Vous faites l'égalité salaire homme-femme, c'est 12 milliards de cotisations qu'il y a. Donc il y a tout un tas de mesures qui peuvent être faites pour permettre non seulement que la sécurité sociale à nouveau soit complète, intégrale, sans franchise, etc., mais en même temps qu'on puisse revenir à la retraite à 60 ans. Voilà un peu ce que nous allons proposer. Je vais conclure sur un point qui est évidemment d'actualité, qui va se dérouler cette semaine. C'est, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on va se retrouver dans une situation où ils vont essayer de faire passer le budget, ils vont essayer de nous emmener dans l'entonnoir du budget avec ce que je vous ai dit. Donc, la seule façon de les arrêter, c'est une censure. C'est la seule façon de les arrêter. Alors, ils disent, pour essayer de faire en sorte que certains ne les censurent pas, ils disent, bon, on va peut-être réfléchir sur les retraites. Très sincèrement, il n'y a pas une autre mesure autre que l'abrogation de la réforme des retraites qui est acceptable. Il n'y en a pas une autre. Pourquoi il n'y en a pas une autre? C'est que ce n'est pas un cadeau qu'ils nous font. C'est que quand ils ont fait passer la réforme des retraites, ils étaient minoritaires à l'Assemblée, ils n'ont jamais voté, minoritaires dans le peuple, minoritaires dans les syndicats. Donc c'est pas un cadeau qu'ils nous font de dire « Ah ben attendez, on pourrait peut-être les suspendre jusqu'à la prochaine présidentielle », il ne faut pas exagérer. Donc c'est un marché de dupes. Et puis vous avez vu que si en échange de ça, d'accord, bon, je peux comprendre que les gens qui pourraient en bénéficier se disent « Bon, bah, c'est peut-être un moindre mal », mais si en échange de ça, on se paye le budget d'austérité que je viens de vous dire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'aura pas gagné au champ. Donc ce n'est pas supportable. Donc il faut les censurer, il faut les arrêter. Et nous, ce que nous proposons, c'est effectivement une censure. Vous le savez, nous pensons que le problème du chaos, de l'instabilité, remonte au président de la République et que nous demandons sa démission et que nous redéposerons une motion de destitution. Et peut-être que cette fois-ci, le Rassemblement national ne viendra pas au secours de Macron en ne votant pas cette motion de destitution, parce que c'est ce qui s'est passé cette semaine. Pourquoi? Parce que le système de la Ve République que nous condamnons, mais il passe par justement la République. Et que si on veut repartir sur des bases saines dans ce pays, que le peuple s'exprime, que le peuple fasse des choix, et qu'on, j'allais dire, on en finisse avec la période dans laquelle nous a amené Macron, ça ne passe pas par une dissolution. Si elle vient, on la prendra, on sera prêt, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça passe par le fait qu'il parte, qu'il démissionne, qu'il s'en aille. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que dans la situation par rapport à tout ce que je vous ai décrit, les urgences écologiques, les urgences sociales, les urgences internationales, on n'a pas de quoi supporter Macron 20 mois de plus. On n'a pas de quoi supporter Macron 20 mois de plus. Et que donc tout commence par le vote de censure la semaine prochaine. Il faut le censurer, il faut le censurer. Et j'envoie ce message notamment à tous les groupes de gauche. Personne ne doit manquer à l'appel. Il faut censurer ce gouvernement dès la semaine prochaine. Et pour rassurer ceux qui diraient, c'est ce que me demandait tout à l'heure Laurent Alexandre, tous ceux qui nous diraient, mais si vous censurez, il n'y a pas de budget, bah si, effectivement, on pourra toujours décider qu'on fait une loi spéciale, ça reproduit le budget de l'an dernier, c'est pas terrible. Mais au moins ça permettra de tenir quelques mois, en attendant qu'une nouvelle majorité, une majorité de gauche, une majorité conduite sur le programme du NFP, reprenne les rênes de ce pays et propose un vrai budget, comme je viens de vous le décrire. Merci. Merci Eric pour ces explications. S'il y en a qui n'ont pas compris, Eric il reste un peu avec nous encore. Parce que ce qui va se passer maintenant, eh bien, on va pouvoir aller prendre un petit verre, le verre de la fraternité.